N'embarque pas. On a dit à la famille du sénateur que tu es en cure de désintox. Ta présence gâche le tableau. On a filé ton siège en première au chien. Le SMS de ma mère est arrivé sur mon téléphone comme une gifle. Je n'ai même pas eu le temps de cligner des yeux avant que la deuxième notification n'apparaisse. C'était ma sœur Camille, en direct du siège 1A. Le siège que j'avais payé. Elle tenait son bulldog français, faisant la moue pour la caméra, avec la légende, enfin débarrassée des ondes négatives. Nettoyage de famille. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas hurlé sur l'agent d'embarquement. J'ai fixé l'écran, et pour la première fois de ma vie, la tristesse n'est pas venue, seulement le calcul. Elle pensait se débarrasser de moi. Elle ne réalisait pas qu'elle venait de déclarer la guerre à la mauvaise contractante pour le ministère des Armées. J'ai fait demi-tour et je me suis éloignée. Je n'allais pas à Courchevel pour les rejoindre. J'allais les enterrer. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adorerais savoir qui fait partie de notre communauté. J'ai traversé le terminal, le bruit de la foule des vacances s'estompant en un grondement sourd derrière le martèlement dans mes oreilles. J'ai 29 ans. Pour ma famille, je suis Élise, la consultante en informatique freelance qui galère, qui vit dans un studio et conduit une Peugeot 308 vieille de 5 ans. Ils pensent que je tire le diable par la queue. Ils pensent que j'ai besoin de leur approbation pour me sentir importante. Ils n'ont aucune idée que le mois dernier, j'ai négocié un contrat de cyberlogistique de 600 millions d'euros pour la Direction générale de l'armement. Ils ne savent pas que mon studio est une adresse leurre que j'utilise pour le courrier, alors que ma vraie maison est une forteresse de verre et d'acier de 15 millions d'euros, construite à flanc de montagne près de Courchevel. Ils ne savent pas que je pourrais racheter la compagnie aérienne sur laquelle nous étions censés voler. Je me suis arrêtée à un kiosque pour acheter de l'eau, ma main tremblant légèrement en posant ma carte. Pas de tristesse, mais à cause de la clarté pure et aveuglante de la situation. Pendant des années, j'avais été l'architecte silencieuse de leur confort. Je me souviens du jour où Camille a eu son diplôme. Ma mère, Constance, m'avait prise à part, les larmes aux yeux, me chuchotant que le prêt étudiant de 80 000 euros écrasait la famille. Je l'ai remboursé le lendemain matin. Je n'ai pas eu de merci. J'ai eu un SMS de Camille me demandant si je pouvais aussi couvrir son voyage de décompression post-diplôme à Bali. J'ai payé pour ça aussi. Les flashbacks me frappaient comme des coups physiques alors que je marchais vers la sortie. La voiture que j'ai achetée à Constance quand la sienne est tombée en panne. La caution pour le chalet de location à Courchevel où elle séjourne en ce moment même. J'avais été leur filet de sécurité, leur banque, leur solution à tout. Je pensais acheter de l'amour. Je pensais que si j'étais assez utile, elle finirait par me garder. Mais c'est le piège de la relation utilitaire. Dans une famille toxique, vous n'êtes pas une personne. Vous êtes un appareil électroménager. Vous êtes un grille-pain. Vous êtes une tondeuse à gazon. On vous garde exactement aussi longtemps que vous remplissez une fonction. Et au moment où il trouve un nouvel appareil tout neuf qui fait mieux le travail, comme un fiancé avec un sénateur pour père, vous n'êtes pas simplement rétrogradé. Vous êtes jeté. On ne met pas le vieux grille-pain dans la chambre d'amis. On le jette à la poubelle. Constance ne m'a pas désinvité parce qu'elle avait honte de moi. Elle m'a désinvité parce qu'elle avait trouvé une meilleure source d'approvisionnement. Le fils du sénateur offrait du prestige et du pouvoir, des choses que mon argent de freelance ne pouvait pas acheter à ses yeux. J'avais servi mon but. J'étais le pont qu'elles avaient traversé pour atteindre la belle vie. Et maintenant qu'elles y étaient, elles le brûlaient. Je suis sortie par les portes coulissantes dans l'air froid de l'aéroport. J'ai pris une grande inspiration, laissant le vent glacial me mordre le visage. Elles pensaient m'avoir brisé. Elles pensaient que j'allais retourner dans mon faux studio et pleurer. Elles avaient oublié que mon travail ne consiste pas seulement à construire des réseaux. Il consiste à démanteler des menaces. J'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé l'application de ma banque. Mon solde n'était pas un chiffre. C'était une arme. Elle voulait un récit où j'étais l'échec instable et folle en cure de désintox. Très bien. J'allais leur donner une histoire, mais ce ne serait pas celle à laquelle elles s'attendaient.
Je n'allais pas être la victime de leur petit conte de fées à Courchevel. J'allais être la réalisatrice. Mon téléphone a vibré dans ma paume. Je m'attendais à une autre provocation de Camille ou à une demande d'argent de ma mère. Au lieu de cela, c'était une alerte prioritaire de ma banque. Avertissement de sécurité. Transaction refusée. Montant, 200 000 euros. Commerçant, boutique Rolex, Courchevel. Carte se terminant par 8841. J'ai arrêté de marcher. La foule s'écoulait autour de moi, mais le monde est devenu silencieux. J'ai fixé les 4 derniers chiffres. Ce n'était pas mon American Express personnel. Ce n'était pas mon compte professionnel. C'était la lourde carte en titane noir mat que je gardais enfermée dans la boîte ignifugée de mon ancienne chambre chez ma mère. La carte émise directement par le ministère des Armées pour la logistique des marchés classifiés. Constance avait fouillé ma chambre. Elle avait dû trouver la boîte, forcer la serrure et voir la carte noire. Elle ne savait pas ce que c'était. Pour elle, cela ressemblait juste à un symbole de la richesse que j'avais cachée. Elle a vu une ligne de crédit illimitée qu'elle pouvait utiliser pour acheter un pot de vin à son nouveau gendre chic. Elle essayait d'acheter une Rolex au fils du sénateur avec mon argent pour assurer sa place dans la haute société. Une fille normale paniquerait. Une fille normale appellerait la banque, crierait à la fraude et bloquerait tout pour sauver sa mère de la prison. J'ai survolé le bouton « Refuser » avec mon pouce. Si j'appuyais, la transaction échouerait. Constance serait embarrassée à la caisse. Elle devrait peut-être utiliser sa propre carte, mais elle serait en sécurité. Ce ne serait qu'une querelle de famille. Mais je me suis souvenu du SMS. On a filé ton siège aux chiens. Je me suis souvenu des années passées à être leur distributeur de billets. Je me suis souvenu de la façon dont elle me regardait quand j'ai remboursé son crédit immobilier. Pas avec gratitude, mais avec attente. Elle ne voulait pas seulement mon argent. Elle se sentait en droit de l'avoir. Et maintenant, elle se sentait en droit de le voler. J'ai déplacé mon pouce. Si j'autorisais ça, ce n'était pas juste un vol. Ce n'était pas un litige civil que je pourrais abandonner plus tard quand elle pleurerait et supplierait. C'était des fonds publics. C'était l'argent du contribuable alloué à l'infrastructure de cyberdéfense. En utilisant cette carte pour des articles de luxe personnel, Constance ne me volait pas seulement moi. Elle détournait des fonds du gouvernement français. Au moment où ce paiement passerait, une alerte serait déclenchée dans un centre de données près de Paris. Une enquête s'ouvrirait automatiquement. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Il n'y aurait pas de « c'était un malentendu ». Il n'y aurait que les enquêteurs et des peines planchées. Ma mère voulait jouer dans la cour des grands. Elle voulait exister dans un monde de gros enjeux et de pouvoir. Très bien. J'allais lui offrir l'expérience complète. J'ai appuyé sur le bouton marqué « Autoriser la transaction ». Une seconde plus tard, la confirmation a clignoté sur l'écran. Transaction approuvée. Quelque part à Courchevel, Constance souriait probablement au vendeur, lui tendant une montre qu'elle pensait être un cadeau de sa fille freelance. Elle était en train de s'attacher des menottes en platine à son propre poignet, et elle ne le savait même pas. Le piège n'était pas seulement posé, il était scellé. J'ai remis le téléphone dans ma poche. La froideur dans ma poitrine s'est répandue, se transformant en un calme dur comme le diamant. Je n'allais pas rentrer chez moi pour pleurer. J'avais une fête à organiser. Je n'ai pas cherché un siège de dernière minute en classe économique sur les sites de voyage. J'ai ouvert ma liste de contacts cryptés et j'ai composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis le projet logistique d'extraction au Sahel. J'ai besoin du bombardier Global 7500, ai-je dit dès que le courtier a répondu. Sur le tarmac dans 2 heures, et envoyer la flotte de SUV noirs aux 25 adresses suivantes. Constance avait commis une erreur fatale dans sa purge esthétique. En désinvitant tous ceux qui ne correspondaient pas à son image de la haute société, elle s'était aliénée les personnes qui maintenaient réellement la famille unie. Ma tante Sarah, qui faisait la meilleure salade piémontaise mais portait des manteaux de friperie. L'oncle Michel, le mécano avec de la graisse sous les ongles. Et mamie Joséphine, la matriarche que Constance avait poussée dans un EHPAD, pour son propre bien, tout en affirmant qu'elle était trop fragile pour voyager.
J'ai envoyé un seul SMS groupé à la liste des rejetés. Maman a dit qu'il n'y avait pas assez de place pour vous à Courchevel. Elle a menti. Une voiture est devant chez vous maintenant. Préparez des affaires pour la neige. On ne va pas juste dîner. On va reprendre les fêtes en main. Je n'ai pas eu à les convaincre. Ils étaient blessés, en colère et confus. Quand la flotte de Vent Noir les a déposés au hangar privé, la confusion s'est transformée en choc. Ils se tenaient sur le tarmac, fixant le jet de 75 millions d'euros qui scintillait sous les projecteurs, serrant leurs valises achetées en grande surface. Élise, a chuchoté tante Sarah en s'approchant de moi. Ma chérie, tu as gagné au loto? Quelque chose comme ça, ai-je dit, en aidant mamie Joséphine à monter les marches. Je travaille dur, tante Sarah. Et il s'avère que le gouvernement paie mieux que maman ne le pense. Alors que nous atteignions notre altitude de croisière à 13 000 mètres, la cabine était remplie du tintement du cristal et de rires authentiques, un son que je n'avais pas entendu lors d'une réunion de famille depuis des années. Mes cousins mangeaient du caviar comme si c'était du pop-corn. L'oncle Michel était allongé dans un fauteuil en cuir qui coûtait plus cher que sa camionnette. Pour la première fois, ils n'étaient pas les parents pauvres. Ils étaient les VIP. Mon téléphone a vibré sur la coudoir. C'était Constance. Fais-moi un virement Lydia de 5 000 € immédiatement. Le chalet demande une caution plus importante que prévu. Et Camille veut réserver une journée au spa pour la femme du sénateur. Ne m'ignore pas, Élise. Tu nous dois bien ça pour t'avoir élevée. J'ai regardé le message. Puis j'ai regardé par le hublot la courbure de la terre. Elle était là en bas, à gratter pour de la petite monnaie afin d'impressionner des gens qui se fichaient d'elle, exigeant de l'argent de la fille qu'elle avait bannie du voyage. Elle pensait m'extorquer encore quelques gouttes d'utilité. Elle n'avait aucune idée qu'elle envoyait un SMS à une femme naviguant à Mach 0.9 dans un palais volant. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas envoyé l'argent. J'ai balayé la notification et j'ai pris mon verre de Dom Pérignon millésimé. À la famille, ai-je dit en levant mon verre à l'Assemblée. À la famille, ont-ils rugi en retour. En dessous de nous, les sommets enneigés des Alpes se rapprochaient. Constance était occupée à mettre en scène sa petite vie parfaite dans un chalet de location qu'elle ne pouvait pas se payer. Elle ne savait pas que la propriétaire rentrait à la maison, et que je n'allais pas frapper à la porte. J'allais lui faire tomber la montagne sur la tête. Les SUV ont gravi la route d'accès privé, les pneus crissant sur le bitume chauffé qui faisait fondre la neige instantanément. Nous avons passé le dernier virage, et les arbres se sont écartés pour la révéler. Ma maison. Une structure en porte-à-faux d'acier et de baies vitrées suspendues au-dessus du vide, brillant comme une lanterne dans le crépuscule bleu. Qui vit ici? A demandé l'oncle Michel, le visage collé à la vitre. Moi, ai-je dit. Le silence a rempli la voiture. Ce n'était pas juste une maison. C'était une déclaration. C'était un doigt d'honneur de 15 millions d'euros à chaque fois que ma mère m'avait traité de personne sans ambition. À l'intérieur, le personnel que j'avais engagé au triple de leur tarif de vacances avait allumé un grand feu dans la cheminée. J'ai conduit mamie Joséphine en bout de table, l'installant dans une chaise en velours qui ressemblait à un trône. Assieds-toi ici, mamie. Pas de table pour les enfants ce soir. Elle a regardé les verres en cristal, les centres de table d'orchidées blanches, puis moi. Ses yeux étaient humides. Élise, ma chérie, je ne comprends pas. Ta mère a dit que tu avais des difficultés. Maman dit beaucoup de choses, ai-je répondu en lui servant un verre de cidre pétillant. Ce soir, on regarde la vérité. Le dîner était une symphonie d'excès. Risotto à la truffe, bœuf de Kobe, des vins plus vieux que mes cousins. Pour la première fois de ma vie, j'ai regardé ma famille manger sans calculer le coût de chaque bouchée. Ils n'étaient pas stressés. Ils ne se disputaient pas. Ils étaient heureux. Mais le plat principal n'était pas la nourriture. C'était la vue. Tout le monde, si vous pouviez regarder par la fenêtre nord, ai-je annoncé en tapotant mon verre. Les stores automatisés se sont levés en silence. En contrebas, à environ 300 mètres sur la pente, se trouvait un modeste chalet de luxe en location. Il paraissait petit et sombre de cette hauteur. À travers les fenêtres,
Je pouvais voir de minuscules silhouettes bouger autour d'une table à manger exiguë. Constance, Camille, le fils du sénateur. C'est ta mère, a demandé tante Sarah en plissant les yeux. C'est bien elle, ai-je dit. Et elle peut nous voir aussi. J'ai appuyé sur un bouton d'une télécommande. Dehors, sur la terrasse, un mécanisme s'est mis en marche. Un mur d'écran LED modulaire de 12 mètres, du genre utilisé pour les concerts dans les stades, s'est allumé dans un éclat de lumière. Il ne nous faisait pas face. Il leur faisait face. Et il projetait une retransmission en direct et en 4K de notre table. En bas dans la vallée, le banc de neige à côté du chalet de Constance a été soudainement illuminé par une image de 12 mètres de mamie Joséphine riant et mangeant du caviar. Cela a éclairé leur salle à manger comme un enlèvement par des extraterrestres. Mon téléphone a sonné instantanément. Constance. Je l'ai mis sur haut-parleur et l'ai posé au centre de la table. Qu'est-ce qui se passe? A hurlé Constance. Il y a une photo géante de ta grand-mère sur la neige. C'est toi. Tu es là? Je suis juste au-dessus de toi, maman, ai-je dit, ma voix calme et amplifiée par le silence de la pièce. Lève les yeux. J'ai vu la minuscule silhouette à la fenêtre en bas lever le cou. J'ai levé mon verre vers la fenêtre. Sur l'écran géant à l'extérieur, une version de 12 mètres de moi-même a levé un verre de 12 mètres. Éteins ça, a-t-elle crié. Le fils du sénateur demande ce qui se passe. Tu nous humilies. Vraiment, ai-je demandé. Je pensais que j'étais juste en cure de désintox. Les fous font des choses folles, non? Élise, je te préviens. Profite de ta dinde, maman, les jeux coupés, mon ton plat est mortel. Elle a l'air sèche d'ici. J'ai raccroché. En bas, j'ai vu la petite silhouette jeter son téléphone. Ici, la pièce a éclaté de joie. Tante Sarah riait si fort qu'elle en pleurait. Oncle Michel tapait dans la main d'un serveur. Pendant un instant, cela ressemblait à une victoire. Mais j'ai observé la silhouette sombre de ma mère faisant les 100 pas à la fenêtre en bas. Elle n'était pas vaincue. Elle se réorganisait. Je connaissais Constance. Elle ne battait pas en retraite. Elle escaladait. Et je savais exactement ce qu'elle allait faire ensuite. La célébration a duré exactement 12 minutes. Un instant, mes cousins trinquaient à la belle vie. L'instant d'après, la pièce était baignée d'un stroboscope de lumière rouge et blanche. Des sirènes ont percé la musique, forte et déformée, résonnant contre les murs de verre de mon salon. La gendarmerie, a demandé l'oncle Michel en se levant. Les voisins ont appelé pour le bruit? Non, ai-je dit, en regardant le véhicule dévaler mon allée chauffée. Ce n'était pas une voiture de gendarmerie. C'était une ambulance privée. Les portes d'entrée se sont ouvertes en grand avant même que je puisse bouger. Constance n'est pas entrée. Elle a fait irruption. Son visage un masque de panique pure et terrifié. Derrière elle se trouvait le docteur Iris, un ami de la famille qui avait perdu sa licence pour prescrire des opioïdes des années auparavant, mais qui portait toujours un presse-papier comme un bouclier. 2 hommes costauds en blouse suivaient, portant une chaise de contention. Oh, Dieu merci, s'est écriée Constance, se précipitant vers moi les bras ouverts. On est arrivé à temps, Élise. Ma chérie, ça va aller. Maman est là. La pièce est devenue complètement silencieuse. Ma famille regardait de moi à elle, confuse. Ne m'approche pas, ai-je dit en reculant. Elle est en pleine crise, a sangloté Constance en se tournant vers ma tante Sarah. Elle a arrêté ses médicaments il y a des semaines. Le centre de désintox m'a appelé. Ils ont dit qu'elle fait une crise psychotique complète. Elle pense que cette maison lui appartient. Elle pense qu'elle a de l'argent. C'était la tactique classique du pervers narcissique, nier, attaquer et inverser les rôles de victime et d'agresseur. En quelques secondes, Constance avait réécrit la réalité. Elle n'était pas l'abuseuse qui m'avait volé. Elle était la mère héroïque essayant de sauver sa fille délirante. Elle a nié sa cruauté en agissant par amour. Elle a attaqué ma crédibilité en me qualifiant de folle. Et elle a inversé les rôles. J'étais le danger et elle était la victime. Cette maison m'appartient, ai-je dit,
ma voix stable, bien que mon cœur martelât contre mes côtes. Vous voyez, a chuchoté Constance au docteur Aéris, en me pointant d'un doigt tremblant. Délire de grandeur. C'est une informaticienne freelance, docteur. Elle gagne 40 000 € par an. Comment pourrait-elle posséder une propriété de 15 millions d'euros? Elle est entrée par effraction. C'est une squatteuse. La pièce est devenue immobile. Mon cousin fixait le sol en marbre, incapable de croire que moi, la fille qui réparait les box internet, était vraiment aux commandes. Le docteur Aéris s'est avancé avec un formulaire. Élise, je vous place en hospitalisation sous contrainte de 72 heures. Mamie a protesté, mais ma mère Constance a bondi, m'accusant d'enlèvement, de comportement maniaque, et faisant signe aux infirmiers de me maîtriser. Ils m'ont immobilisé les bras et m'ont attaché à la chaise. Constance m'a caressé la joue, chuchotant qu'elle s'occuperait de la maison, des cartes, des comptes pendant que je serais enfermée. C'était son plan. Me faire interner. Saisir la tutelle. Vider tout ce que je possédais. Puis des gyrophares bleus ont clignoté à l'extérieur. Constance a souri jusqu'à ce que les gendarmes demandent « Vous êtes bien Constance Taylor ?» Il n'était pas là pour une crise de santé mentale. Il répondait à une alerte de fraude du ministère des Armées. J'ai levé mon téléphone, montrant le sceau du gouvernement. Cette carte de crédit que vous avez utilisée n'était pas la mienne. C'était une carte d'achat de l'État. Vous avez volé 200 000 € au gouvernement français. Les infirmiers m'ont lâché instantanément. Constance a exigé que je règle ça. Mais le vol de fonds publics n'est pas une affaire personnelle une fois signalée. Les poursuites sont automatiques. La victime, ce n'est pas moi. C'est l'État. L'officier lui a passé les menottes. Constance Taylor, vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie et détournement de fonds publics. Le docteur Aéris a été emmené pour interrogatoire. Les gendarmes l'ont emmené dehors, sanglotante, suppliant une personne importante de la sauver. Personne ne le ferait. Le silence est tombé. Mes cousins ont regardé la hiérarchie s'effondrer en temps réel. Camille a vérifié son téléphone. Son petit ami sénateur l'avait bloqué. « Tu as ruiné ma vie », a-t-elle sangloté. « Non », ai-je dit. J'ai arrêté de la financer. Je lui ai dit qu'elle pouvait rester dans le chalet de location jusqu'à 10 heures du matin. Celui-là aussi m'appartenait. Dehors, mamie m'a rejointe alors que la neige tombait sur l'allée vide. Elle ne te le pardonnera jamais, a-t-elle dit. Je sais, ai-je répondu. C'est le but. Mamie a souri. Je suis contente que tu aies enfin mordu en retour. Elle t'aurait dévoré. Pendant des années, j'ai cru que la paix signifiait tolérer les abus. Maintenant, je comprenais. La paix exige des limites, des dents et des preuves. À l'intérieur, la maison semblait à nouveau saine. Le vent avait un goût de liberté.